Et si la menace la plus grave pour l'Afrique ne venait pas des armes, mais des valises pleines de milliards? Depuis des décennies, l'histoire du continent a été marquée par des conflits armés, des interventions militaires et des guerres ouvertes. Pourtant, la réalité moderne montre que la déstabilisation la plus sournoise ne porte pas toujours l'uniforme ou le fusil. Elle avance masquée, cachée dans les plis des costumes d'affaires, dissimulée dans des transactions financières obscures et frappe en silence là où on l'attend le moins. Prenons le cas du Burkina Faso. Un choc colossal vient de secouer la nation. Un agent étranger a été arrêté avec une somme vertigineuse de 5 milliards de francs CFA, en liquide. Pour bien réaliser l'ampleur de ce montant, imaginez ce que représentent 5 milliards de francs CFA. C'est l'équivalent du budget de construction de plusieurs hôpitaux régionaux, du financement de milliers de bourses scolaires ou encore de la création de centaines de kilomètres de routes. 5 milliards. Et pourtant, cet argent n'était destiné ni à bâtir une école, ni à soigner dans un hôpital, ni à sortir des familles de la pauvreté. Non, il avait un objectif bien plus sombre. Acheter l'allégeance de soldats burkinabés et tenter de renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Ce n'est pas un simple fait divers, une anecdote à reléguer en bas de page. C'est une attaque frontale contre la souveraineté nationale, une tentative calculée de privation du peuple burkinabé de son droit fondamental à disposer de ses ressources et de son avenir. Derrière chaque valise pleine de billets se cache une stratégie mûrement pensée. Corrompre, diviser, puis reprendre la main sur un pays qui a osé vouloir être libre. Cette même méthode a été utilisée à maintes reprises ailleurs en Afrique, de la République démocratique du Congo au Nigeria en passant par la Côte d'Ivoire lors des crises du début des années 2000. Imaginez les conséquences si la nation cédait devant une telle opération. L'indépendance, la stabilité et le contrôle de ses richesses seraient sacrifiés sur l'autel des intérêts étrangers. Ici, il ne s'agit pas seulement de politique ou d'économie, mais d'un combat existentiel pour l'avenir du Burkina Faso et, en filigrane, de toute l'Afrique. Car si le Burkina Faso tombe sous le joug de la corruption orchestrée de l'extérieur, quel pays voisin pourra prétendre être à l'abri? Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi certains acteurs étrangers pensent-ils pouvoir, littéralement, acheter un pays entier? Pour comprendre, il faut remonter dans le temps, revisiter l'histoire récente et surtout dévoiler les mécanismes d'ingérence qui menacent aujourd'hui la souveraineté burkinabé et, plus largement, la stabilité du continent africain. Voyons comment l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir a bouleversé l'équilibre régional et réveillé tant d'appétits étrangers. Les signes avant-coureurs de cette crise étaient déjà visibles depuis des années, même si beaucoup ont préféré détourner le regard. Pourquoi, depuis tant d'années, voit-on autant de militaires africains traverser la Méditerranée pour se former à l'étranger, surtout en France? Ce n'est pas un hasard, ni une simple question de recherche d'excellence. Derrière ce mouvement, il ne s'agit pas seulement d'acquérir de nouvelles compétences ou de nourrir une fascination pour la modernité occidentale. C'est le fruit d'une stratégie d'influence héritée de la période coloniale qui continue de façonner l'appareil militaire de pays comme le Burkina Faso. Depuis l'indépendance, la France accueille chaque année des centaines d'officiers africains pour des formations sur son sol. Officiellement, ce dispositif s'est présenté comme une opportunité d'excellence, une passerelle vers le progrès et l'accès privilégié aux meilleures technologies militaires occidentales. Mais la réalité, souvent dissimulée, révèle un objectif plus sournois: tisser des réseaux de loyauté envers Paris, parfois au détriment des intérêts nationaux des pays d'origine. Chaque promotion d'officiers formés à l'étranger installe des liens d'allégeance, des habitudes et parfois des dépendances durables. Un exemple frappant est celui du Gabon où pendant des décennies, la grande majorité des officiers supérieurs étaient passés par les écoles françaises, créant ainsi une classe dirigeante militaire profondément liée à l'ancienne puissance coloniale. Lorsque des crises éclatent, comme celle qui bouleverse aujourd'hui le Burkina Faso, ce réseau devient une arme silencieuse. Les anciens stagiaires sont bien souvent contactés, rappelés à l'ordre, mobilisés pour défendre les intérêts de l'ancien colonisateur. Derrière chaque tentative de déstabilisation, des financements massifs circulent et trouvent des relais bien placés au cœur même des institutions nationales. Les dirigeants jugés trop indépendants deviennent des cibles et l'ingérence prend la forme d'opérations discrètes, menées de l'intérieur par des officiers formés hors du continent. Rappelons-nous du cas de la Guinée en 2008. Lorsque des officiers formés à l'étranger avaient été sollicités pour maintenir un régime favorable à des intérêts non guinéens. Ce n'est pas un hasard. Presque à chaque fois qu'un chef d'État africain veut rompre avec le système ancien, des militaires passés par les écoles occidentales apparaissent dans l'ombre.
Le capitaine Ibrahim Traoré en est l'exemple le plus frappant. Dès qu'il s'est affirmé pour défendre la souveraineté du Burkina Faso, certains officiers informés en France ont été sollicités pour s'opposer à lui. Leur formation n'était pas destinée à servir l'Afrique, mais à protéger les intérêts stratégiques de la France. Ainsi, le véritable enjeu pour le Burkina Faso est limpide. La défense nationale peut-elle reposer sur la loyauté envers le peuple ou sur une fidélité silencieuse envers une puissance étrangère ? Cette question, loin d'être théorique, se pose chaque fois qu'une crise éclate et que la nation doit choisir entre l'émancipation et la soumission. Derrière chaque uniforme, la question du patriotisme devient brûlante. Accepter ce système, c'est laisser ouvertes les portes à toutes les ingérences, à chaque manipulation, à chaque tentative de coup d'État. Refuser cet héritage, c'est risquer l'isolement diplomatique, mais aussi espérer reprendre le contrôle de son destin collectif. L'histoire récente du Mali, qui a choisi de diversifier ses partenariats militaires, montre à quel point ce choix est difficile, mais porteur d'espoir pour une autonomie réelle. La bataille pour la souveraineté ne commence pas sur les champs de bataille, mais bien dans les salles de classe, dans les choix de formation et dans les serments prêtés. Pourtant, la mainmise occidentale ne s'arrête pas là. Après les banques d'école, viennent les opérations concrètes, les actions de terrain destinées à maintenir le contrôle et à neutraliser toute velléité d'indépendance véritable. Pensons aux innombrables accords de défense signés dans le dos des populations, qui lient encore aujourd'hui de nombreux pays africains à des puissances étrangères. Le récent complot déjoué au Burkina Faso, impliquant un agent étranger et une somme faramineuse, montre que la résistance nationale se heurte à des tentatives toujours plus sophistiquées d'ingérence. Comment ces réseaux invisibles manipulent-ils l'avenir du pays ? Pour répondre, il faut observer le mode opératoire: infiltration, corruption, manipulation psychologique, usage de la désinformation et, en dernier recours, déstabilisation violente. Comment une simple valise aurait-elle pu plonger tout un pays dans le chaos ? Cela commence il y a quelques semaines, à Ouagadougou. Un homme élégant, parlant d'affaires et d'opportunités, pose ses valises dans un grand hôtel du centre-ville. Il sourit, serre des mains, promet monts et merveilles, évoque des projets d'investissement. Mais derrière ce masque rassurant, il ourdit un plan dangereux: acheter la loyauté de soldats burkinabés pour renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Dans sa valise, 5 milliards de francs CFA. Oui, 5 milliards, non pour bâtir des routes ou des écoles, mais pour semer la discorde et provoquer un chaos organisé. Sa cible, des militaires ayant suivi une formation en France. Parce qu'ils ont vu l'étranger, ils les croient vulnérables à la tentation d'un enrichissement rapide, prêts à trahir pour une poignée de billets. C'est la même logique qui a prévalu lors des tentatives de putsch en Côte d'Ivoire en 2002, où des militaires formés à l'extérieur avaient été sollicités pour renverser le pouvoir en place. Mais il va se heurter à une loyauté inattendue. Ces soldats, loin de céder à l'appât du gain, vont prouver leur patriotisme. Ils acceptent le contact, jouent le jeu, mais préviennent aussitôt leur hiérarchie. Très vite, une cellule de contre-espionnage se met en place, décidée à remonter la filière. Cette réaction rappelle les stratégies adoptées par le Ghana dans les années 80, où la vigilance des services de sécurité avait permis de déjouer plusieurs tentatives de coups d'État orchestrées depuis l'étranger. Dès lors, une opération d'infiltration débute, haletante comme un thriller. Les militaires rencontrent à plusieurs reprises l'intermédiaire, recueillent des preuves, surveillant les communications. Ils veulent identifier non seulement le corrupteur, mais aussi ses complices, au Burkina Faso et au-delà. Des écoutes sont mises en place, des filatures organisées, et chaque détail du plan est minutieusement documenté. Vient le moment décisif. Lors du rendez-vous final, le businessman croit enfin toucher son but, prêt à remettre l'énorme somme. Mais la salle est placée sous surveillance. Au signal, les forces spéciales surgissent, arrêtent l'agent, saisissent la valise et ses 5 milliards de francs CFA. La tentative de corruption est stoppée net. On retrouve ici la méthode employée lors du démantèlement d'un réseau similaire en Sierra Leone, où l'argent avait été saisi avant de servir à financer des milices armées. L'enquête va alors révéler l'ampleur de la conspiration. Derrière cet homme, un réseau international prend forme, avec des relais dans des pays voisins, l'appui de puissances occidentales hostiles à la souveraineté du Burkina Faso et des complicités jusque dans certaines institutions locales. L'argent devait servir à financer un coup d'État, provoquer la discorde et ouvrir la voie à l'instabilité, comme ce fut le cas au Tchad en 2005, où des fonds étrangers avaient alimenté une rébellion meurtrière. Si cette opération avait abouti, c'est toute la nation qui aurait sombré, sa souveraineté sacrifiée sur l'autel d'intérêts étrangers.
L'histoire regorge d'exemples similaires, de la crise congolaise des années 60, où l'assassinat de Patrice Lumumba avait été précédé par des achats de loyauté massifs, à la tentative de déstabilisation du Zimbabwe dans les années 2000, orchestrée par des puissances cherchant à contrôler les mines de diamants. Grâce au sang-froid de ces militaires patriotes, le plan est mis en échec. Mais cette histoire n'est qu'une page d'un livre noir. Chaque jour, de nouvelles tentatives de déstabilisation menacent le pays depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Les stratégies changent, les visages aussi, mais l'objectif reste le même: reprendre le contrôle par tous les moyens, y compris les plus illégaux. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi ces attaques se multiplient-elles depuis l'accession d'Ibrahim Traoré au pouvoir? Pour répondre, il faut analyser les bouleversements géopolitiques qui secouent la région depuis plusieurs années. Et si la chute du Burkina Faso n'était que la première pièce d'un gigantesque échiquier géopolitique. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, le pays traverse une série inédite de crises: tentatives de coup d'État, assassinats ciblés, attaques coordonnées contre des positions stratégiques. Jamais auparavant, le Burkina Faso n'avait connu une telle cascade d'événements, où chaque incident semble minutieusement orchestré depuis l'ombre, mêlant intérêts locaux et ambitions étrangères. Les agressions ne sont pas isolées. À maintes reprises, des agents venus de l'extérieur ont été interceptés, pris en flagrant délit alors qu'ils tentaient d'acheter la loyauté de soldats burkinabés, avec des sommes dépassant parfois plusieurs milliards de francs CFA. Mais le problème ne se limite pas à la corruption. Un vaste réseau s'active en silence. D'anciens officiers, formés à l'étranger, notamment en France, sont utilisés pour servir des intérêts autres que ceux du Burkina Faso. La formation militaire, censée bâtir la nation, devient un instrument de manipulation, sapant la souveraineté nationale. L'ingérence ne s'arrête pas là. Elle s'étend à l'armement clandestin et à la manipulation de groupes insurgés. Après l'échec des premières tentatives de déstabilisation, les violences meurtrières se multiplient. Des groupes armés, parfois soutenus ou tolérés par des puissances étrangères, sèmant la terreur, déstabilisent dans les régions et créent un climat propice à d'autres interventions ou à la mainmise sur les ressources. Ce schéma a été observé dans le sud du Soudan avant la scission du pays, ainsi qu'au Mozambique, où des groupes rebelles ont été financés discrètement par des acteurs étrangers pour affaiblir le pouvoir central. Car au centre de ce chaos brûle la convoitise des richesses du Burkina Faso et du Sahel. Or, manganèse, uranium, ressources stratégiques pour l'industrie mondiale. Ces ressources, convoitées par de nombreux acteurs étrangers, sont l'enjeu d'une lutte acharnée. Tout est mis en œuvre pour empêcher l'émergence d'un pouvoir réellement indépendant. Le Burkina Faso n'est qu'une étape dans une stratégie beaucoup plus vaste visant à contrôler l'ensemble du Sahel, de Bamako à N'Djamena en passant par Niamey. Ainsi, l'enjeu dépasse largement les frontières du pays. La déstabilisation du Burkina Faso ouvrirait la voie à une exploitation décuplée du Sahel, renforçant la pauvreté, affaiblissant les institutions et condamnant l'Afrique à une nouvelle ère de dépendance. Toute la région se retrouve piégée, menacée par un effondrement orchestré pour servir les intérêts de puissances agissant dans l'ombre. C'est le même scénario qui s'est joué lors de la chute du régime de Thomas Sankara en 1987, où la disparition d'un leader indépendantiste a ouvert une période d'instabilité et de prédation accrue. Mais la résistance s'organise et chaque tentative d'ingérence réveille la détermination des Burkinabés. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour défendre leur souveraineté ? L'histoire africaine offre des exemples inspirants: la résistance du peuple algérien face à la colonisation, la mobilisation populaire au Sénégal pour préserver les ressources halieutiques, ou encore le refus du peuple ghanéen de céder le contrôle de ses mines d'or. L'échec du dernier complot, simple victoire ou véritable tournant pour le Burkina Faso? La question agite toutes les conversations, car derrière cet échec se cache une lutte bien plus large. Si le piège, monté avec des milliards de francs CFA, a été déjoué, c'est avant tout grâce à la loyauté inébranlable des soldats burkinabés. Ils ont choisi l'honneur, refusant que leur pays soit acheté ou trahi, même sous pression extrême. Mais cet épisode n'est qu'une partie du combat. Depuis son arrivée, le capitaine Ibrahim Traoré ne s'est pas reposé sur la vigilance de ses troupes. Il a déclenché une série de réformes pour reprendre la maîtrise des terres, des mines, de l'or et de toutes les ressources nationales. Renégocier les contrats hérités du passé, c'est refuser que la richesse du Burkina Faso continue de s'évaporer au profit de puissances étrangères. C'est proclamer que le pays n'est plus un pion entre Paris et Washington.
Un parallèle peut être fait avec la politique de nationalisation des ressources menée par le Venezuela sous Hugo Chavez, qui a redonné à l'État le contrôle des puits de pétrole. Cependant, cette reconquête ne tiendra qu'à une seule condition, l'unité nationale. Ni l'armée, ni un seul leader ne peuvent à eux seuls résister aux manipulations venues de l'intérieur ou de l'extérieur. Les tentatives de division, de sabotage ou de corruption rôdent toujours, prêtes à exploiter la moindre faille. Il faut donc que chaque citoyen, chaque village, chaque communauté fasse bloc pour défendre cette souveraineté si chèrement acquise. La Côte d'Ivoire, lors de la crise de 2010, a montré combien la division nationale pouvait ouvrir la porte à toutes les ingérences. Dans cette bataille, la jeunesse et la société civile sont en première ligne. Elles veillent, mobilisent, dénoncent les dérives et imposent la transparence. Quand la jeunesse rejette la soumission et que les associations de quartier s'engagent pour la justice, c'est tout un peuple qui s'affirme indépendant. Au Sénégal, lors des manifestations pour la transparence électorale, la mobilisation des jeunes a permis de préserver la stabilité du pays face à des tentatives de manipulation. Mais la menace ne disparaît jamais vraiment. Les puissances qui ont perdu aujourd'hui restant à l'affût, prêtes à profiter de la moindre division ou du moindre relâchement. Il suffit d'un moment d'inattention pour que des années de lutte soient anéanties. La vigilance doit devenir une habitude, la mobilisation un réflexe quotidien. L'histoire du Rwanda, qui a su se relever d'un génocide grâce à une vigilance collective, montre que la renaissance est possible, mais requiert une attention constante. Ce complot déjoué n'est donc pas un point final, mais un avertissement. La victoire durement acquise ne sera pérenne que si chacun s'engage à protéger, jour après jour, la souveraineté du Burkina Faso. Le courage collectif et la détermination à ne jamais céder sont désormais les seuls remparts contre le retour de l'ingérence. Cela implique de s'informer, de dénoncer les tentatives de corruption, de soutenir les institutions nationales et de cultiver le sentiment d'appartenance à une patrie commune. Mais derrière l'unité affichée, de nouvelles menaces se préparent déjà dans l'ombre. La prochaine épreuve mettra à nu la capacité du pays à résister, même lorsque l'ennemi change de visage. Il pourrait s'agir demain d'une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux, d'un sabotage économique ou d'une manipulation de l'opinion publique par des médias étrangers. L'exemple du Nigeria, confronté à la cyberinfluence durant les élections, illustre la diversité et la subtilité des nouvelles menaces. Aujourd'hui, choisir la souveraineté n'est plus une option, mais une urgence. L'histoire récente du Burkina Faso l'a prouvé. Les menaces sont multiples, insidieuses, et viennent aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Face à des intérêts étrangers prêts à tout pour freiner l'émancipation du peuple, l'indifférence serait une complicité. C'est toute la société qui doit se sentir concernée, du paysan au cadre, de la grand-mère au lycéen. Chaque complot déjoué, chaque crise, rappelle que la lutte pour l'indépendance reste inachevée. Ce ne sont pas que l'or ou le coton qui attirent dans les convoitises, c'est le droit de décider, la dignité même du peuple, qui sont attaqués. Lorsque des milliards de francs sont dépensés pour acheter la loyauté de quelques-uns et semer le désordre, il devient évident que la guerre se joue autant dans les esprits que sur le terrain. La bataille de la souveraineté se gagne aussi dans les médias, à l'école, au sein de la famille. La formation militaire à l'étranger, présentée comme un honneur, s'est révélée être un piège subtil. Sous couvert de coopération, se cachent souvent des tentatives d'influencer, de retourner de jeunes officiers contre leur patrie. Plus que jamais, la vigilance doit être notre première ligne de défense. Cela implique une réforme en profondeur des cursus militaires, une valorisation du patriotisme et une surveillance accrue des réseaux d'influence étrangers. Rester passif, c'est accepter le retour des vieux démons du passé. C'est laisser la porte ouverte à de nouvelles trahisons, à d'autres ingérences. Pourtant, l'histoire africaine l'a prouvé. L'union et la détermination des peuples peuvent briser les chaînes, restaurer la souveraineté. L'exemple du mouvement de libération de l'Angola, qui a résisté à toutes les pressions extérieures, rappelle que la victoire est possible lorsque le peuple fait bloc. À nous de faire de cette génération celle qui refusera l'ingérence et la soumission. L'engagement citoyen, le rejet de la corruption et le soutien sans faille aux institutions nationales sont les clés d'un avenir libre. Chaque pas vers la souveraineté fait avancer toute l'Afrique vers plus d'unité et de progrès. Les initiatives de coopération régionale, comme la mise en place de forces conjointes entre pays du Sahel, doivent être encouragées et soutenues. Mais la bataille ne s'achève pas ici. Elle exige de rester informés, unis, organisés, prêts à défendre chaque acquis, ensemble.
Cela signifie créer des espaces de dialogue, renforcer l'éducation à la citoyenneté, promouvoir la transparence et exiger des comptes aux dirigeants. Chacun a un rôle à jouer, du simple citoyen au plus haut responsable politique. Ne laissons plus l'histoire se répéter. Soyons les auteurs de notre destin, solidaires et résolus, pour que jamais le continent ne redevienne le terrain de jeu des puissances étrangères. La vigilance, la solidarité et la fierté nationale sont nos meilleures armes. Ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire africaine, celle de la dignité retrouvée